Madame, Messieurs, telle sera la thématique abordée au cours de cette émission. Bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros qui braquent à ces jours ces projecteurs en ce qui concerne différentes facettes de femmes congolaises ici en RDC. Pour parler de cela, je reçois pour vous une femme à plusieurs casquettes, si on doit le dire ainsi. Elle, c'est Madame Nora Pindi. Madame Caroline, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Comment allez-vous? Je me porte bien. D'abord, félicitations. Vous avez été parmi les nominés de 50 femmes inspire, à ce que Oui, je oui, sache. oui, merci beaucoup. Oui. Ça fait toujours plaisir de voir que nos efforts ont été remarqués. Ok. Oui. Comment ça vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est beaucoup de joie, beaucoup Ok. de fierté, parce que c'est un long combat qu'on a commencé il y a plusieurs années. Alors de voir que ça commence à porter des fruits, ça ne peut que nous rendre fiers. Vraiment. Voilà. Alors, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, nous allons mettre le point sur l'entrepreneuriat féminin, particulièrement en ce qui concerne le métier dit masculin. D'abord, pensez-vous qu'il y a de métiers masculins proprement aux hommes? Moi, je pense que non, mais par rapport à la construction sociétale, oui. Mais d'emblée, quand vous me posez la question, je vous dirais non. C'est-à-dire que tous les métiers que les hommes font, les femmes aussi peuvent le faire. Donc il n'y a pas d'obstacles comme tel, à part les obstacles que la société elle-même crée. Voilà. En termes de physique, est-ce qu'il n'y a pas de ces barrières où, en termes de force, la femme peut être limitée et l'homme continuer de poursuivre? Oui, peut-être oui, quand ça demande des efforts. Mais je pense que même lorsque ça demande des efforts, si la femme s'entraîne physiquement, on voit des femmes qui frappent les hommes, vous savez. Ouais. Ah ouais. Si la femme s'entraîne physiquement pour pratiquer sa profession ou son métier, je pense qu'elle peut s'en sortir. Donc c'est vraiment une question de point de vue et de construction sociétale, des idées reçues, comme on appelle ça. Voilà, les stéréotypes et les idées reçues. Ouais. Alors, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes présidente de l'association de femmes architectes. Pourquoi avoir choisi l'architecture? Alors qu'il y a la mode, la coiffure et tant d'autres choses, pourquoi avoir Ah, vous savez, choisi l'architecture? c'est un rêve d'enfance. Hein. Ok. C'est depuis toute petite, à l'âge de 10 ans, que j'ai choisi de devenir architecte. Et c'est mon père qui m'a aidé d'abord à découvrir ce métier, cette profession. Parce que je me rappelle que j'étais toute petite et je devais dessiner. À chaque fois, je dessinais des maisons. C'est comme ça que mon père me dit, mais est-ce que tu sais quelles études il faut faire pour construire des maisons? Je lui dis, non papa, mais je pense qu'il faut devenir maçon. Elle me dit non, il me dit non, 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 il y a un métier plus noble qu'on appelle architecture. Et c'est resté dans mon subconscient, c'est resté dans ma tête. C'est comme ça que bon, j'ai choisi aux humanités maths physique. J'ai fait des humanités maths physique. Et lorsque j'ai fini, je suis allée à l'IBTP, actuel ISAU. Ouais. C'est là que j'ai obtenu mon diplôme en 2007 en architecture des grands équipements. Est-ce Voilà. que ça a été facile? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est très difficile. Ce sont des études qui sont très difficiles à suivre et surtout à réussir. Parce que je me rappelle que quand on a commencé, on était à une vingtaine de femmes en préparatoire. Ouais. Mais lorsque j'ai fini, on n'était qu'à 2. Alors qu'on avait 4 préparatoires. Mais en 5e architecture, quand j'ai eu ma licence, on n'était qu'à 2 filles. Pour dire que c'était pas facile, ça demandait aussi de l'endurance physique. Parce que des fois, vous passez des nuits en train de tracer. À l'époque, nous, on n'avait pas encore d'ordinateur. Hein. On travaillait vraiment, on traçait au crayon, à la plume, on concevait à la main. Maintenant, quand même, avec le numérique, Vraiment, on a des machines, innovations c'est-à-dire et que tout. ça facilite un peu le travail. Mais nous, à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, on était là, on travaillait nuitamment. Il fallait finir des projets. Et quand tu n'as pas fini ton projet, tu ne peux même pas prétendre avoir la moitié. C'est-à-dire que tu n'as pas fini, un projet non fini ne peut pas avoir 10 sur 20. Tu es obligé de reprendre. Donc, c'était vraiment difficile. Mais bon, quand on aime, on se donne les moyens et puis on... Vouloir ses pouvoirs. Voilà, c'est ça. Comment avez-vous fait au milieu de tous ces hommes? Est-ce qu'ils étaient une sorte de carcan ou peut-être ils vous stimulaient à aller de l'avant parce que je ne pense pas que vous serez encouragé. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut vouloir quelque chose. Okay. Et moi, j'ai toujours dit aux femmes, même aux jeunes filles, ou même aux hommes que je coach de temps en temps, qu'en fait, dans la vie, il faut avoir une vision. Quand tu as une vision pour ta vie, quand tu sais où tu vas, quand tu veux quelque chose, tu mets en place des stratégies ou des stratagèmes qui vont te pousser
hein, qui vont te propulser et qui vont te donner ce que tu t'es fixé comme objectif. Alors, tu peux avoir de l'adversité. À l'école, il y avait des hommes, c'est vrai qu'il y avait des hommes qui nous malmenaient de temps en temps, mais lorsque tu as ton objectif bien précis, quand tu as ta vision, tout ça, ça devient du bruit. Ce sont des C'est compléments. du bruit. Ça vous accompagne au contraire? Non, mais en fait, le problème, c'est qu'il ne faut pas se disperser. L'adversité, il y aura toujours des personnes. Il y avait des gens qui nous embêtaient, il y avait des gens qui disaient tout et n'importe quoi. Surtout moi, quand je suis arrivée, on me disait, ah, toi là, tu devais aller à l'UPC pour faire joli, tu ressembles à une poupée, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ici, c'est pour les hommes. Mais comme j'avais ma vision, je voulais ça. J'ai travaillé dur. Je vais vous raconter une anecdote. En première licence, je suis tombée enceinte de ma fille aînée alors que je n'étais pas mariée. Et tout le monde pensait que j'allais arrêter. Et même ma mère était découragée. J'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, je sais que je t'ai déçue, mais je te promets que je vais te rapporter ce diplôme. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis restée focus et j'ai travaillé dur. Je travaillais des fois avec mon bébé sur le dos, je traçais. Pourquoi? Parce que je voulais avoir ce diplôme et je l'ai obtenu. Voilà, donc les bruits du monde, les crocs en jambes, les difficultés, il y en a toujours. Ça continuera d'exister. Alors, à ces jours, comment vous jugez le secteur de l'architecture dans notre pays? C'est bien dommage parce que nous nous rendons compte que l'État ne nous aide pas. Hein. Aujourd'hui, il y a l'Ordre national des architectes, dont je fais partie. Normalement, tout architecte doit avoir un numéro d'ordre, un peu comme les médecins. Ouais. C'est-à-dire tu dois t'inscrire au tableau de l'Ordre national des architectes. Chaque année, il y a un tableau qui sort. Alors, l'État ne nous aide pas. C'est-à-dire que l'État doit promouvoir les autochtones, promouvoir les architectes congolais. Mais ce qu'on remarque, c'est que l'État préfère la main-d'œuvre qui vient de l'extérieur, les architectes, les Chinois, je ne sais pas moi, les Indiens, les Égyptiens. Ils n'ont pas confiance en nous, alors que c'est eux-mêmes qui nous forment. Alors on se pose des questions. On se pose des questions. On a besoin que l'État promeuve la main-d'œuvre locale, que l'État promeuve les architectes ici congolais, mais ce n'est pas ce qu'on remarque. Est-ce que d'une part, vous n'êtes pas responsable, les architectes et même de cette mise à côté? Vous savez qu'il y a à boire et à manger partout. Hein. Il y a des médecins charlatans aussi, n'est-ce pas? Donc, c'est dans tous les corps de métier. Mais l'État, voilà pourquoi je parle de l'État, parce que l'État, lui, il doit être le policier. L'Ordre national des architectes joue le rôle un peu comme de la police. Hein. C'est-à-dire qu'il réglemente. Quand l'État, si l'État s'implique davantage dans ça, vous pensez vraiment qu'on ne pourra pas détecter ou dénicher les architectes charlatans? On pourra le faire. Mais pourquoi se focaliser seulement sur ceux qui n'y arrivent pas? S'il veut trouver des bons architectes, il va trouver des architectes. Nous sommes là. Pourquoi? Est-ce que même en termes de marché, quand il y a appel d'offres, les fils et filles du pays, est-ce que vous vous retrouvez? C'est justement ça le problème aussi. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand on passe sur le marché, il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Il y a ce qu'on appelle des garanties. Beaucoup d'architectes n'ont pas d'argent. Vous voyez? Ils n'ont pas d'argent parce que c'est vrai que pour soumissionner, quand il y a appel d'offres, tu dois avoir une certaine garantie, avoir de l'argent. Et certaines banques bloquent. Donc c'est un peu ce mécanisme-là qui complique un peu. Mais il y a d'autres quand même, d'autres bureaux d'études qui s'en sortent quand même, qui ont fait leur nom. Bon, il y en a quand même, mais il n'y en a pas beaucoup. On a vraiment besoin qu'on nous facilite aussi les choses de ce côté-là, pour qu'on ait plus de bureaux d'études. Déjà que c'est lorsque j'ai eu à entendre chez un monsieur architecte qui me dit que lors de l'appel d'offres, un cahier des charges peut revenir à 20 000 $. Non, mais et bon, déjà, vous ne savez même pas si vous allez avoir le marché, comment soumissionner. 20 000 $, c'est quand même trop. C'est juste que c'est normal d'acheter le cahier de charges. C'est normal d'acheter ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens se plaignent. Mais seulement, il faudrait voir dans quelle mesure... il faudrait que ce soit quand même accessible. 20 000 $, c'est trop. Le problème, c'est que... C'est un montant donné qu'il a donné. Oui, mais il faut acheter. Il faut acheter. C'est comme ça, c'est la loi. Il faut risquer. Oui. Vous savez, malheureusement, le Congolais ou l'homme, en général, aime la gratuité. Non. J'ai parlé dernièrement avec un homme d'affaires qui me dit, mais madame, pourquoi... Il me proposait une formation. Et je lui disais, bon, j'aimerais d'abord savoir combien ça coûte. Il me dit, mais madame, pourquoi vous discutez pour votre propre formation? Vous aimez trop la gratuité. Il faut, à chaque fois qu'il s'agit de formation, vous devez sauter sur l'occasion. Parce que c'est un renforcement de capacité. C'est une plus-value pour vous. Oui. Mais le Congolais aime la gratuité. Tu sais que si tu achètes ce cahier de charge et que tu soumissionnes,
derrière ça, tu auras beaucoup d'argent. Pourquoi tu dois refuser d'acheter? Achète. Il y a même moyen de se mettre à 2-3 bureaux, vous vous mettez ensemble et vous travaillez pour que vous puissiez arracher le marché. Donc, dans cette situation, la responsabilité, on va dire, elle est partagée. Tout à oui, fait. d'un côté, l'État, avec son prix, c'est un peu exorbitant, mais de l'autre, il y a les Congolais qui veulent de la gratuité un peu partout. Le problème, c'est que, bon, moi, je ne sais pas quand vous parlez de prix exorbitant, je ne sais pas de quel prix il s'agit. Vraiment, je parle sous réserve, parce que jusque-là, moi, je n'ai pas vu une soumission qui coûterait 20 000 $. Peut-être pour 100 cas, les prix étaient cas. exorbitants. Mais c'était quoi déjà? Parce que tout dépend aussi du marché, du type de marché. Vous n'allez pas soumissionner pour le prix, par exemple, pour un marché d'un immeuble, construction d'un immeuble appartement, ce ne sera pas pareil que construction d'un, je sais pas moi, d'un petit truc. Non. Donc il faut voir tout ça. Il y a de la place. Voilà, il y a un certain nombre de paramètres. Donc ça dépend de cela? Ça dépend, oui, de beaucoup de paramètres. Entre autres, la grandeur du projet aussi. Vous voyez? C'est ça. Et ça peut aussi dépendre du main, comment on appelle ça? De qui lance l'appel d'offres. Vous voyez? Voilà. Est-ce que c'est un particulier? Est-ce que c'est vraiment l'État? Parce que là, je pense qu'on parle de l'État, parce que c'est l'État qui lance en cas de passation de marché, c'est l'État qui marché public. Des marchés même considérables aussi. Voilà. Donc, tout dépend. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en compte. Alors, il faudrait que les gens se renseignent, que les gens comprennent les choses. Et c'est même le problème que nous, architectes, on a. Vous allez rencontrer un client qui pense que l'architecture, c'est seulement tracer des lignes. Vous échangez, il pense que comme il a un petit 10 000 dans le compte, il peut construire. Il vient chez vous, madame, j'aimerais construire et tout. Vous voulez construire quoi? Non, je veux construire une maison de 4 chambres, salon, salle de bain et tout, et tout. Ok, combien ça pourrait me coûter? Vous lui faites une estimation, vous lui donnez, et le monsieur s'étonne. Oh non, juste pour ces lignes-là. Juste pour ça. Ils ne comprennent pas. Que ça va au-delà. Ils ne comprennent pas. Il faut que les gens, comment dire, se documentent sous d'autres cieux. Les architectes sont des milliardaires. C'est ici que l'on néglige. On néglige les architectes. Bon, on ne va pas dire seulement les architectes. Ici, on néglige tout. Je donne un exemple. Il y a une personne qui peut vous dire, non, j'ai besoin d'un spot, par exemple. Vous lui dites, non, pour mettre la voie, ça peut vous coûter autant. Mais juste pour ça, c'est quand même un travail. Il faudrait dire que c'est juste un travail. Oui, c'est très dangereux ça, parce que c'est minimiser le travail des autres. Il ne faut pas minimiser le travail. Même moi, sur le chantier, je respecte mes ouvriers. Parce que je sais que si ce carreleur-là n'existe pas, mon chantier ou mon bâtiment ne va pas finir comme il le faut. Donc je dois le respecter, c'est ça son travail. Il faut que je lui donne ce qui lui est dû. Je ne vais pas me dire, bon voilà, comme c'était un petit ouvrier et tout, il faut que je lui marche sur les pieds ou bien voilà, je délaisse. Non. Et ça, c'est un problème. Il faut que chacun dans son métier puisse se retrouver et que son métier puisse être respecté. Exactement. Alors, vu que nous avons braqué nos projecteurs en ce qui concerne ces mois de mars, ces mois dédiés à la femme, comment jugez-vous l'avènement ou bien même l'engouement autour de l'architecture? Est-ce que les femmes qui adhéraient à l'architecture avant, jadis, dans votre époque et aujourd'hui, on peut juger cela de la même manière? Déjà, à l'époque, on n'était pas nombreuses. Aujourd'hui, je compte un peu plus de 100 femmes architectes dans l'association. C'est déjà très bien qu'il y ait beaucoup plus de femmes, parce qu'avant ce n'était pas le cas. Je me rappelle que à l'époque où moi j'ai étudié, il n'y avait qu'une seule femme qui nous donnait cours d'études de forme. Je salue d'ailleurs la consoeur Madame Jeannette Kayembe, parmi tant de professeurs, tant d'hommes. Alors pour dire que à l'époque déjà il y avait aussi des professeurs belges qui étaient là. Et moi je pense qu'il y avait une certaine rigueur. Même dans l'enseignement, dans tout ça, il y avait une rigueur. Maintenant, on sent quand même un petit laisser-aller. Encore une fois, une légèreté. Voilà, une certaine légèreté. J'insiste pour que l'État puisse en fait s'investir davantage. Pourquoi il y a cette légèreté? Parce que les professeurs sont délaissés, ils sont mal payés. Les professeurs sont mal payés. Vous pensez vraiment qu'une personne qui n'a pas à manger chez lui viendra donner cours avec amour à ses étudiants? Non. Vraiment, c'est tout ça là qui forme en fait le cocktail qui fait qu'aujourd'hui, eux-mêmes, qui ne payent pas bien les professeurs, ne veulent pas utiliser les architectes qui sortent de l'université de l'ISAU. C'est dommage. Alors qu'il y a tout ça, ils ont aussi leur part de responsabilité dans ça. Alors, voir en termes d'engouement, je vois là la précipitation. Voir que plusieurs femmes à ces jours adhèrent à l'architecture, c'est bien. Mais est-ce qu'elles y vont avec de la même motivation?
d'un côté, il n'y a-t-il pas de la précipitation ou un certain prestige derrière cela? C'est dommage parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut avoir une vision pour sa vie. Un chemin nommé quelque part mène vers une destination nommée nulle part. Toi, tu vas en architecture, tu y vas pourquoi? Tu y vas pourquoi? Il faut savoir pourquoi tu fais les choses. Hein? Beaucoup de gens, pas seulement les femmes, même les hommes, ils se réveillent le matin, ou même je vois ça même avec mes ouvriers. Je lui demande, mais pourquoi tu as fait ça comme ça? Le maçon, je lui dis, mais pourquoi tu as fait ça? Il me dit, non, bah ça là, bongo. Donc, en fait, tu ne sais pas pourquoi tu as fait ce travail. Donc, tu es devenu comme un robot. C'est pas normal. Il faut que ces femmes-là qui vont là-bas, qu'elles y aillent pour une bonne raison. Parce qu'elles aiment le métier d'architecture, parce qu'elles aiment l'architecture. Elles veulent que ça puisse continuer. Ah oui, il faut pérenniser ce métier-là. Parce que tu sais, quand tu n'aimes pas l'architecture, tu ne réussiras pas en architecture. Je vous ai dit que c'était très, très difficile. Même à l'étranger, ce sont des études qui coûtent d'abord cher et qui sont très difficiles. Parce que tu travailles non seulement mentalement, mais même physiquement. Tu es obligé de terminer un projet, donc tu ne dors pas. Tu dois veiller toute la nuit. Et ce n'est pas que durant cette nuit-là que tu dois travailler. Non, un projet peut te prendre 3 semaines, peut te prendre 1 mois avant de le finir. Donc, tu vois que même l'endurance physique, il faut en avoir. Donc, si tu n'aimes pas l'architecture, comment tu vas t'en sortir? Tu ne t'en sortiras pas. Il y en a beaucoup qui abandonnent d'ailleurs. Ah, aujourd'hui, vous êtes mère. Oui. Vous êtes mère. Si vous avez un enfant qui veut ou qui s'est nourri de sport de devenir un jour architecte, comment vous réagissez face à ces parents-là qui traitent ces messieurs des masculins, comme je l'ai dit tantôt, qui découragent même les enfants, on va dire, on va voir, moi, Aza déjà n'a pas ça, on a cette volonté, une passion, une vive passion de faire par exemple de l'architecture, mais les parents lui contraignent, voire même lui désorientent. Qu'est-ce que vous pourrez dire à ces parents-là? Ils ne doivent pas faire ça. Ils ne doivent pas faire ça parce que un parent est censé encourager le rêve de son enfant. Moi, j'ai 4 filles et j'en ai une qui veut faire l'architecture. Je suis déjà en train de la coacher. Mon mari est aussi architecte en passant. Oh. Donc, nous sommes déjà en train de la coacher. Donc, le parent ne doit pas faire obstruction, en fait, à la réalisation du rêve de son enfant. Si ton enfant veut devenir architecte, d'abord, il faut que tu puisses canaliser en fait cette envie-là. Essaye de voir, parce que beaucoup de parents aussi ne suivent même pas les bulletins ni les cahiers de leurs enfants. C'est ça aussi le problème. Essaye de voir un peu cet enfant-là, comment il se débrouille en dessin, comment il se débrouille en mathématiques, comment il se débrouille en cours. Essaye de voir ça. Si tu vois que ce petit ou cette petite-là s'en sort bien, canalise-le. Aide-le à faire ce qu'il veut de accompagne-le. Oui, c'est ça. Est-ce que notre système éducatif accompagne l'instruction des architectes? Je vois aujourd'hui, tu es fort en lettres par exemple, mais tu es en maths physique. Tu ne maîtrises pas le mathématique, mais tu te trouves en biochimie par exemple, biologie, chimie. Est-ce que d'un côté, avant, l'instruction était de suivre de près, on voit déjà depuis... tu es en 2e secondaire, on voit déjà que tu es fort en mathématiques et on t'oriente en scientifique, soit en commercial et cela en latin philo. Est-ce que notre système éducatif n'a pas une part de responsabilité d'un côté? Vous savez, il y a être doué pour quelque chose ou avoir un talent pour quelque chose et étudier une matière. C'est différent. Okay. Moi, je connais un médecin qui a fait les lettres. Je connais aussi des médecins, par exemple, qui ont fait maths physique. Donc, c'est vraiment vouloir devenir quelqu'un, ça n'a pas vraiment à voir avec les études que tu fais à l'école secondaire, par exemple, ou aux humanités. Moi, ce que je voudrais dire, c'est quoi? D'abord, l'homme s'adapte à toutes les situations. L'intelligence, c'est derrière la capacité de s'adapter à des situations. Si aujourd'hui, tu as un enfant que tu laisses en forêt équatoriale avec les pygmées, ou même si toi, on te dépose là-bas, au début, ce sera difficile. Après, tu vas t'adapter. L'homme a la capacité de s'adapter à toutes les situations. Le tout, c'est d'abord de vouloir la chose. Si tu aimes l'architecture et que tu veux devenir architecte, même si tu fais les lettres, tu vas t'en sortir. Parce que tu vas te donner les moyens d'arriver à comprendre et apprendre l'architecture. Tu vois ça? Tu peux faire les lettres et puis après, tu te dis, bon, je vais à l'IBTP pour faire... Bon, aujourd'hui, c'est l'ISAU. Moi, à l'époque, c'est l'IBTP. Pour faire l'architecture.
tu n'as pas les mêmes bases que tout le monde, que ceux qui ont fait par exemple maths physique ou biochimie ou je ne sais pas moi quoi. Mais qu'est-ce que tu fais toi-même, puisque tu veux faire ça? Mais est-ce qu'ils en ont Tu conscience apprends. d'abord? Mais il faut que tu en aies conscience, c'est très dangereux quand tu vas quelque part. Je vous ai dit, non? Un chemin mené quelque part mène vers une Nulle destination, part. Nulle part. ne mène nulle part. Maintenant, toi, tu ne sais pas ce que tu veux. Attends, il faut qu'on soit Réaliste. réaliste. Tu veux devenir architecte? Ok, j'ai fait les lettres, d'accord? Alors, je vais compenser mes insuffisances. Je vais pallier à mes insuffisances. Comme je n'ai pas les mêmes chances que ceux qui ont fait mathématiques physiques. Donc, je commence. Aujourd'hui, on a tout sur Internet. On a tout sur Internet. Moi, j'apprends les mathématiques à ma fille grâce à YouTube. Je lui envoie des vidéos sur les mathématiques, les intégrales et tout. Elle avait des problèmes en mathématiques, maintenant elle s'en sort mieux. Donc, pour vous dire qu'il y a tout sur YouTube et sur Internet. Donc, tu veux devenir architecte, tu as fait les lettres, mais commence déjà à te documenter, à apprendre avec Internet. Mets-toi au parfum de Mets-toi au cela. parfum. Est-ce qu'il y a-t-il un critérium établi, bien déterminé pour devenir architecte? Moi, je dis que non. Je dis que non, il faut seulement aimer. C'est vrai que savoir dessiner, ça facilite. Et puis, il ne faudrait pas oublier que l'architecture, c'est le premier art. Parmi les 7 arts, l'architecture, c'est le premier art. Ok. Donc, c'est un art. Les gens ont tendance à penser que c'est des choses mathématiques. C'est d'abord un art, c'est-à-dire que tu dois d'abord être artiste. Tu dois d'abord avoir de l'imagination, une imagination débordante. Tu dois déjà concevoir Avoir ton un projet. flair intuitif, Oui. là où les gens ne voient pas, tu vois déjà. Voilà, c'est ça, non, la particularité des artistes. Un artiste, quand il te voit comme ça, même habillé comme ça, tu te dis, oh, je vois la taille de la dame, je veux faire ça, ça, ça. Il voit déjà le vêtement sur toi. Ok. C'est ça aussi avec l'architecture. Tu as déjà ce que tu veux concevoir, tu as déjà une idée bien claire de ça. Tu vois? Donc c'est juste, c'est ça. L'architecture, c'est un art, il faut l'aimer, il faut travailler dur pour y arriver. Alors, je rappelle ici que nous mettons le point en ce qui concerne l'architecture, un métier, un secteur dit masculin. À ces jours, vous êtes femme et c'est le mois de la femme d'ailleurs. Quel conseil pourrez-vous prodiguer à une jeune dame, par exemple, qui vient de finir ses études, mais qui a une difficulté, qui veut adhérer à l'architecture, mais qui hésite un peu? Si vous devrez dire un mot par rapport à cela et encourager la jeune femme, qu'allez-vous Moi, ce que dire? je peux lui dire, c'est que elle ne doit pas se décourager, elle doit y aller. Hein? Le pays est à reconstruire, ou je peux dire à construire. Okay? Les opportunités de construction, il y en a les gens. Vous savez, l'architecte, c'est un co-créateur de Dieu. Ah oui, l'architecte, c'est un co-créateur de Dieu. Chez les francs-maçons, tous ces gens-là, ils appellent Dieu le grand architecte. C'est comme ça qu'ils appellent Dieu. Donc, comme pour dire que l'architecture est une profession noble. C'est une profession qui a énormément d'avenir ici dans ce pays. Parce que notre pays est un vaste chantier. On a besoin d'avoir beaucoup de femmes architectes pour qu'il y ait équilibre. Vous voyez, il y a plus d'hommes en architecture, on n'a pas de femmes. Donc celles qui veulent devenir architectes, qu'elles viennent, moi je les appelle. Je peux même les coacher parce que j'en coach. Donc qu'elles viennent. Oui, oui, je peux les mentorer. Il n'y a pas de problème. Il faut venir en architecture. Et c'est le mois dédié, consacré aux droits de la femme. Si vous devrez émettre un avis, un conseil à la jeune fille de ces jours, cette jeune fille qui semble méconnaître ses valeurs ou même qui se néglige, qu'allez-vous dire? Il ne faut pas se négliger. Vous savez, chaque être est unique. Nous n'avons pas les mêmes empreintes digitales. Vous voyez? Donc ça signifie que ça montre notre unicité. Tu es unique. Étant donné que tu es unique, c'est-à-dire que tu as quelque chose de précieux qui n'est qu'à toi en fait. C'est intrinsèque. C'est intrinsèque. Il faut que tu en aies conscience. Ouais. Il faut que tu aies conscience de ta valeur. Prends conscience de ta valeur. Ne te diminue pas. Ce n'est pas parce que tu n'excelles pas dans un domaine que tu ne pourrais pas exceller dans un autre. Non. Hein? Si tu essayes un business que ça ne marche pas, lâche ce business, essaye autre chose. C'est comme de la farine, la pâte. Quand tu tournes, à un moment donné, ça devient du foufou, ça prend. Donc il faut tenter. L'échec fait partie du processus des réussites. Ça, j'ai toujours dit ça aux gens. Oui, plus tu fais des échecs, plus tu apprends et plus tu deviens meilleur dans ton domaine. Donc il faut que les jeunes femmes
qui m'écoutent aujourd'hui comprennent cela. Ne prenez pas l'échec pour quelque chose de mauvais. Prenez l'échec pour quelque chose de bien. Pour une pierre qui s'ajoute à votre édifice, à votre élévation. Tu n'as pas réussi aujourd'hui, regarde ce qui n'a pas marché, rectifie le tir et fais autrement. Tu verras que ça va aller. Merci Voilà. Madame Caroline Nourapindi d'avoir répondu présente à notre invitation. Oui, c'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi. C'en est fini pour cette émission, Madame, Messieurs. Vous étiez nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones pour suivre ces magazines qui a tourné autour de l'entrepreneuriat féminin où nous avions eu à mettre le point autour de l'architecture, ces métiers dits masculins. Nous avions reçu Madame Caroline Nourapindi qui nous a parfumé de choses à avoir, à détenir afin d'avancer, d'exceller dans ces métiers. Qui dit architecture ne dit pas homme ou femme, car l'excellence n'a pas de sexe. Et d'ailleurs, l'échec est une exception, mais la réussite, c'est la règle. Restez branchés à cette émission. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Si les images d'aujourd'hui vous ont plu, disons tous un grand merci à Prince Bachalela ainsi que à Jean Zengu qui était derrière la caméra. À vous tous qui l'avez suivi, je vous dis encore merci pour votre réelle et sympathique attention. Retrouvons-nous prochainement. Ciao.